J'ai froid. Bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Gouzan Naoulou. Oh, j'ai les yeux très fatigués. My God. Je suis Gouzan Naoulou. Donc, bonsoir. On va décrypter ensemble ce qui s'est passé sur le plateau télé, dans l'émission de NCI. C'est 360 minutes ou degrés. En tout cas, NCI avec l'animateur Ali Dirasouba. Bonsoir à chacun d'entre vous. On va écouter ensemble et on va décrypter. Donc, je vous remercie. Le temps que vous connectez, on va écouter un peu la musique. Le mauvais temps qu'il a eu là, toute la journée, il a plu. Je suis bien fatigué. Et il faut que je fasse ce direct là. Sinon, demain, c'est un autre jour et c'est d'autres actualités. Donc, ma copine Julie Kanga, je t'embrasse très fort. Bisous, bisous. Donc, on va écouter un peu la musique. Le temps que vous... Je n'ai aucun droit sur la musique. Oui, je n'ai aucun droit. Adama Kamara. Ah, c'est Bonga. Merci. Monsieur Bongo. Monsieur Bongo, Bonga. Donc je vais être Bonga. Je suis fatigué, mais je suis là quand même matin, je suis fatigué. Il faut que j'écoute la musique pour requinquer. Mes amis, bonsoir. Merci, merci, merci Adama Ouattara pour... C'est monsieur... Donc c'est monsieur Banga et non monsieur Bonga. Merci monsieur Banga. Merci, je retiens. Merci. On va écouter, j'ai eu la vidéo, je l'ai réécoutée, je l'ai réécoutée
Et l'échange entre les deux chroniqueurs de l'émission sur la chaîne NCI avec l'animateur Ali Dirasouba, comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, j'ai vu beaucoup de commentaires de certains de nos frères qui disent qu'ils sont déçus de l'émission, c'est pas ce qu'ils attendaient. Et donc j'ai commenté aussi pour dire ne soyez pas déçus de l'émission, parce que moi je trouve que c'est une émission qui est intéressante. Pour moi je suis très émission politique. Donc c'est la seule émission même que je suis sur cette chaîne sur NCI. Moi je suis très émission. En tout cas les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas. Moi je suis très émission politique. Et je suis beaucoup les émissions de débat. Moi j'aime beaucoup le débat, la contradiction. Et surtout quand ce sont des contradictions, quand ce sont vraiment des idées opposées. Moi j'aime beaucoup le débat. Donc c'est normal, hein. Moi j'aime beaucoup l'émission, j'apprécie. Et puis le journaliste, il a ce côté impartial, parfois d'autres peuvent critiquer. Ça dépend de le regard qu'on prend pour suivre l'émission. Et moi j'aime son côté professionnel. Il a ce côté très calme, posé, avec une voix qui est un peu baroque, de poser, mais vraiment d'apaiser ses chroniqueurs. Donc vraiment j'aime l'émission. Il y a deux émissions que je suis comme ça, de politique, de débat politique que je suis. C'est qu'il y a cette émission sur NCI et il y a l'émission aussi sur Live TV. Il y a une émission comme ça, j'ai oublié. Si c'est le Grand Talk, je ne sais plus si c'est ça, mais il y a une émission sur... je vois mon John-Ché, le gourou qui est là. Je te salue, cher frère. Mon frère John-Ché, depuis va voir, je te salue. Et donc, il y a un animateur là, sur Live TV, qui ressemble un peu à Brice Toussaint, l'animateur de BFM ici en France, qui est allé maintenant sur, qui fait télé matin ou matin bonheur sur TF1. Enfin bref. Donc, ne soyez pas déçus. Moi, je pense que le jeu, c'est ça. Le débat, c'est ça, c'est la confrontation des idées. C'est ça, normalement le débat c'est ça. Donc je vais venir à l'émission et puis on va décrypter ensemble. Mais je vais donner mon point de vue et dire à mes frères que je pense qu'il est intéressant d'apprendre à débattre. Débattre, c'est se contredire. C'est apporter ses arguments. C'est avoir de la rhétorique. C'est avoir du rebondant. C'est ça le débat. C'est ce qui fait une émission. Ali Massila, je t'embrasse. Merci. Elle aussi, elle aime bien cette émission. Moi, j'aime bien, vraiment. Au moins, c'est une émission... il y a le divertissement, parce qu'il y a le show des chroniqueurs qui se cognent. Et puis, il y a aussi ce côté... Ça rehausse un peu le niveau des émissions de Côte d'Ivoire, de Bad Buzz. Vous voyez, donc, les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas. Chacun... voit midi à sa porte, chacun regarde ce qu'il a envie de regarder. Moi, je peux me permettre de m'asseoir et puis regarder cette émission pendant 1 heure. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, on va écouter d'abord l'émission. Et puis, on va décrypter. Je retourne sur ma page, puisque j'ai publié ça sur ma page Facebook. J'ai publié sur ma page Facebook. On va partir, voilà. On écoute ensemble, puis on va décrypter. Il y avait beaucoup de populistes. Aujourd'hui, je ne cache plus. Parce que quand on dit qu'on a fait un coup d'état pour la guerre, allons-y doucement. Non, mais c'est malhonnête. Non, j'explique pourquoi c'est malhonnête. Alors, il faut qu'on écoute pas à pas. Le premier il a dit, c'est M. Bonga. Il dit sur ce plateau, il y avait beaucoup de pro-putschistes. C'est malhonnête. Et le journaliste lui dit, allons-y doucement. Ça, c'est... L'animateur lui dit, allons-y doucement. Donc, on va écouter, allons-y doucement, on va écouter pas à pas. Malhonnête va passer toute sa vie ici à nous faire croire qu'on n'était pas contre le putsch. Aujourd'hui, à venir dire qu'un régime putschiste, ils n'ont pas pris la guerre, ils ont fait un coup d'État. Et pendant ce coup d'État-là, il y avait les partis politiques. D'ailleurs, pour justifier le coup d'État, ils ont menti sur des législatives.
Vous avez soutenu tout ça ici. Non, on n'a pas dépassé. C'est dans ce contexte qu'on était. C'est dans ce contexte qu'ils ont fait. Je suis en train d'en venir qu'aujourd'hui, ceux qui ont masqué leur soutien clair au coup d'État sont en train de se démontrer et en niant, en masquant encore le contexte dans lequel les gens ont pris le pouvoir. Qui ont pris le pouvoir? Il y avait une vie politique. C'est au nom du non-fonctionnement de cette vie politique, à travers les législatives, qu'ils ont pris le pouvoir. Donc quand on a soutenu des putschistes, quand on a défendu ces putschistes contre la CEDEAO, et qu'aujourd'hui, partout on dit qu'il faut que la démocratie soit démocrate, qu'on se sent humilié parce que ces putschistes justement sont en train de tuer tout ce qui reste un tout petit peu de démocratie, il faut voir l'honnêteté de reconnaître qu'on s'est trompé. Au moins ça. Mais vous avez soutenu des putschistes. On vous a dit ici que tout ce qui arrive là, c'est pour ça que le Premier ministre n'est pas surpris. Des gens ont pris le pouvoir, vous avez dit qu'ils devaient amener de la liberté. Ils n'ont ramené aucune liberté. Au contraire, le peu de liberté qui reste, ils sont en train de le massacrer. Les gens ont pris le pouvoir parce qu'ils ont dit que les législatives étaient mal organisées. Aujourd'hui, ils refusent d'organiser les présidentielles. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est qu'ils doivent instaurer une loi martiale. Non, nous ne comparons pas un putschiste à Zelensky qui a gagné l'élection. Zelensky a gagné l'élection. Non. Zelensky a gagné l'élection. Zelensky a gagné l'élection. Et en pleine élection, pendant 2 ans, il a travaillé avec tous les partis politiques. Et le 24 mars, devant nous tous, mais c'est pas une marionnette, devant nous tous, la Russie a envahi l'Ukraine. Mais ça, c'est un fait. Vous pouvez pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant le coup d'État? Qui a été après le coup d'État? Il y avait des terroristes avant le coup d'État. Il y avait des victimes politiques avant le coup d'État. Il y avait tout ça avant le coup d'État. Donc, le fait de prendre l'Ukraine comme exemple, ce n'est pas un exemple. C'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est le mot. C'est le mot qu'il faut. C'est malhonnête parce qu'en Ukraine, il y avait des élections. Et en Ukraine, il y a une guerre qui a été déclenchée clairement devant tout le monde. Et quand on a soutenu les putschistes, non, mais laissez-moi terminer. On a soutenu les putschistes en disant que ces putschistes nous ont amené la liberté et la dignité. Ces putschistes ont échoué sur tout. Liberté, échec. Sécurité, échec. Le peu de liberté qui reste. On ne fait pas l'honnêteté qu'on se dit intellectuel engagé dans la nanana, de venir dire j'ai soutenu des putschistes, ils ont échoué, il faut qu'ils partent. On a terminé. Merci beaucoup. D'abord, moi, je ne suis pas malhonnête. De toute façon, tout le monde sait que tu es mal impoli. Donc, c'est ça. Alors, on va retirer les mots impolis. S'il vous plaît, Arthur, on peut se calmer. Est-ce qu'on peut se calmer tout de suite? Arthur aussi, gars. Mais si je n'ai pas l'occasion d'en placer... Le pauvre. Faut couper le micro. Il faut se calmer. On va retirer les mots impolis, on va retirer les mots malhonnêtes. Il faut couper le micro. On est obligé de mettre un terme à cette émission parce que l'atmosphère qui est en train... À un moment, il faut arrêter. On n'a rien compris, mais c'est fini. C'est terminé. Tu vois, tu m'insultes là. C'est terminé. C'est terminé. Alors, vous vouliez intervenir, je vais très rapide. Ouais. Bon. Il y avait beaucoup de pauvres putschistes. Alors, on vient d'écouter les invectives, j'appelle ça les invectives, entre M. Arthur Bonga et M. Geoffroy Kouao. Si je me trompe, pardonnez, vraiment, je vais dire Geoffroy pour ne pas écorcher les noms. Donc, M. Bonga et M. Geoffroy. Pour ceux qui m'écoutent, je voulais donner les définitions du mot malhonnête et ensuite de l'adjectif malhonnête, parce que c'est un adjectif qualificatif, malhonnête, et de l'adjectif impoli. Malhonnête, c'est celui qui manque de probité, de loyauté. Exemple, une personne malhonnête, c'est une personne qui vous a volé de l'argent, qui vous a volé un bien. On dit il est malhonnête. Une personne malhonnête, c'est une personne à qui vous prêtez de l'argent et qui ne vous rembourse pas, par exemple. Je donne des exemples. On dit il est malhonnête. C'est une personne qui est malhonnête. Elle manque de loyauté. C'est une personne à qui vous faites confiance, vous confiez quelque chose, une affaire, et qui vous double.
comme on dit en verlan ivoirien, qui vous double. On dit, c'est une personne malhonnête. Donc, ce sont des invectives, comme on peut dire, ce sont des injures. Ça dépend du ton qu'on prend pour le dire. Une personne est impolie, c'est une personne qui manque de politesse, qui a peu d'éducation. On dit, elle est impolie, elle n'a pas d'éducation, elle est impolie. Une personne qui a une éducation, c'est comme le journaliste Ali Diarasouba, dans son timbre de voix, comment il essaie de calmer. On sait déjà, nous qui réagissons, ah, il a une éducation, c'est un enfant de bonne famille, c'est une personne de bonne... Parce qu'on dit quand tu es de bonne famille, là, c'est que tu as une éducation. Donc, tu es une personne polie. Donc, des deux, que ce soit malhonnête, comme impoli, ce sont des invectives. Le ton qu'on prend pour prononcer, la personne qui reçoit ça peut considérer ça comme une insulte, comme une injure à sa personne. Comme un jugement, une injure à sa personne. Donc, je vous ai donné les significations des deux adjectifs. Malhonnête et impoli. Malhonnête, quand on est dans un débat sur un plateau télé, qui est un débat public, on ne peut pas dire à une personne à laquelle on débat, tu es malhonnête. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce que c'est une injure. Quel que soit votre désaccord, tu ne peux pas dire à la personne qui est sur un plateau avec toi, qui vient de débattre avec toi, qui est chroniqueur comme toi, qu'il est malhonnête. C'est une insulte, c'est une injure à la personne. Ça ne se dit pas. Parce qu'un débat, c'est de la contradiction. Un débat, c'est l'argumentation. Un débat, c'est la rhétorique. Tu peux dire à la personne, mais tu es de mauvaise foi. Tu vois? Mais le ton que tu prends pour dire, non, ça c'est de la mauvaise foi ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la mauvaise foi. Là, vous avez, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Ça ne veut pas dire tu as de mauvaise foi. Vous voyez? C'est de la mauvaise foi est différent de tu as de mauvaise foi. Quand tu dis à quelqu'un tu as de mauvaise foi, c'est comme si tu t'adressais directement à elle que tu l'insultais. Or, quand tu dis c'est de la mauvaise foi, ça veut dire que, c'est ça la rhétorique sur un plateau télé, dans un débat. Ça veut dire que la personne, ça dit son analyse, tu peux qualifier son analyse de mauvaise foi, mais pas la personne elle-même. Mais l'analyse est de mauvaise foi. Donc, sur le plateau, les chroniqueurs sont dans leur jeu, parce que l'émission s'appelle 360 degrés. Ça veut dire, c'est un débat qui est corsé, qui se doit corser, qui se veut corser. C'est un débat de contradiction. C'est un débat où les chroniqueurs vont se contredire, mais sur les idées, les arguments, sur la rhétorique, sur la culture, sur le niveau du débat intellectuel. Donc, il faut bosser pour avoir des arguments solides, pour se contredire avec une expression. Parce que la rhétorique, c'est l'art de savoir s'exprimer. La rhétorique, c'est l'art de savoir utiliser l'expression avec finesse. Tu sais, on ne peut pas dire... Tu peux traiter quelqu'un d'imbécile sans lui dire tu es un imbécile, mais tu es imbécile. Donc, c'est ce qu'est la rhétorique. Il y a la manière qu'on utilise pour dire les mots. C'est ça la rhétorique. Maintenant, monsieur Geoffroy Kwao a répliqué pour dire à monsieur Bonga, tout le monde sait que tu es mal poli. Tout le monde sait que tu es mal poli. Ça veut dire, tout le monde sait que tu n'as pas d'éducation. C'est aussi des invectives. C'est aussi des invectives suite à l'action de M. Bonga. M. Kwao dit, tout le monde sait que tu es mal poli. Donc, tout le monde sait que tu manques d'éducation, tu n'as pas d'éducation, tu n'es pas un enfant de bonne famille. À peu près. Bon, c'est pas ce que je vais dire, je donne. Vous voyez, j'essaie d'expliquer. Donc, des deux côtés, les deux chroniqueurs sont bons pour l'émission,
Ils sont bien pour pour corser l'émission, parce que quand les gens regardent l'émission, c'est d'avoir ce show-là, où les deux idées s'affrontent, où la conversation elle est chaude. C'est ça aussi le but de l'émission politique. Mais il faut, à l'avenir, éviter d'agresser verbalement un chroniqueur sur un plateau, parce que c'est un sujet donné. C'est un sujet donné sur le plateau. On parle des coups d'État ou des putsch. On parlait du Mali. C'était le sujet, c'était sur le Mali, parce que j'ai vu Mali. Donc, il faut que chaque chroniqueur apporte ses arguments, défende ses idées, son analyse, sur un sujet bien défini, sur un sujet donné. Moi, je peux venir sur un plateau pour défendre un sujet, donner mon analyse, qui n'est pas forcément, qui est ma vérité à moi, qui n'est pas forcément la vérité de M. Bonga. La vérité de M. Bonga n'est pas forcément la vérité de M. Geoffroy. La vérité de M. Geoffroy n'est pas forcément la vérité de M. Kwasi. La vérité de M. Kwasi n'est pas forcément la vérité de Mme Jocelyne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le débat. Donc le débat, quand ils sont sur le plateau, c'est que chacun apporte sa vérité. Et puis c'est le public qui va juger. Ceux qui vous suivent, qui vont vous apporter les analyses, vous donnez ça au public, et puis vous avez des conclusions, et c'est au public de dire, de juger. Donc on va revenir sur le sujet en lui-même. Donc je veux dire à ceux qui pensent, qui disent, oui, le débat, c'est comme ça un débat. C'est comme ça un débat. Le débat se veut, c'est pas un débat de copains qui viennent boire une bière autour d'une table sur un plateau télé. C'est un débat, je pense que l'émission, c'est une émission de contradiction. C'est une émission de contradiction. Donc c'est bon, ceux qui sont à travers, devant leur écran, qui pensent qui se balancent d'un côté, d'un autre, en fonction de leur jugement personnel à eux, ou de leur appréciation personnelle à eux. Donc moi je pense que ces deux chroniqueurs ont bien leur place dans cette émission, parce que c'est eux qui font le showtime. C'est eux qui le font. Et puis bon, tous les chroniqueurs, vraiment personnellement, quand je suis l'émission, j'apprécie tous les chroniqueurs sur l'émission. Parce qu'il y a une diversité d'opinions. Et c'est ça qu'il faut. Et ça, il faut le conserver. Et c'est ça même c'est ça le cœur de l'émission. Cette diversité, on dit, d'opinions, où on a toutes les tendances d'opinion. Chacun peut, à travers chaque chroniqueur, je pense que ceux qui regardent cette émission la regardent avec un regard de militants politiques et non un regard des citoyens qui cherchent à s'éveiller ou à s'émanciper. C'est juste là le souci. C'est juste là le souci. C'est-à-dire que chacun regarde avec son regard de militant. Donc, à travers chaque chroniqueur, au lieu d'avoir des Ivoiriens des citoyens qui cherchent à s'émanciper, qui cherchent à s'éveiller, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à savoir comment on peut débattre après la télé, de débattre entre vous au quartier, chacun regarde tel chroniqueur, ah tiens, il est de ma tendance militante politique, tel chroniqueur est de ma tendance militante politique, tel chroniqueur, donc ça devient encore un débat de pro et pro. Non, c'est une émission, je pense, qui donne la possibilité aux couches, c'est que à l'opinion, parce qu'on retrouve l'opinion nationale là-dessus, quand il y a des débats. Moi, vraiment, peut-être que j'exagère un peu, mais je pense pour ma part, on retrouve donc, c'est à chaque chroniqueur de travailler, de pousser un peu la recherche pour s'enrichir davantage et puis être encore plus performant dans son analyse, dans son esprit, dans ses arguments, dans sa rhétorique, dans sa manière, Donc, c'est à chaque chroniqueur de chercher, de pousser la recherche. Parce que le débat, c'est pas de venir dire, tel est comme ça, tel est malhonnête, mal poli, non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc, je pense que c'est là le couac. Le couac, il est à ce niveau-là. Ils ont manqué de rhétorique. Voilà, ils ont manqué de rhétorique dans cette émission. Et le journaliste qui se débattait tant bien que mal,
à, à calmer le jeu, mais qu'il a fait de façon élégante et j'ai trouvé ça. Merci Yao Jules, merci. Merci Yao Jules. Il y a aussi Paul Bamba qui dit Madame Gouza qui a insulté le premier. Non, moi je ne veux pas. Voyez, au fait, alors, je l'ai dit au début, peut-être que vous venez d'arriver. Je l'ai dit au début, je dis que c'est pas forcément le fait de qui a insulté le premier. Effectivement que M. Bonga a injurié, parce que dire à quelques chiffres, sincèrement, on ne dit pas à son qu'il est malhonnête, parce que surtout qu'il ne vous doit pas de l'argent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne vous a pas volé de l'argent, il n'a pas volé votre sac à main, il n'a pas volé votre téléphone. Donc, la malhonnêteté n'a pas lieu d'être là. Qu'il soit de mauvaise foi, ça on peut dire, c'est de la mauvaise foi, mais on ne dit pas, tu es malhonnête. Et là, ce qui a été dommageable, c'est que M. Bonga a insisté, tu es malhonnête, tu es malhonnête. Donc, c'est comme si c'était une histoire personnelle. Et c'est dommage. Alors que c'est un débat contradictoire. Et M. Geoffrin pouvait ne pas dire, tu es mal poli. Je t'embrasse, ma soeur, Seibi, bis. Je t'embrasse. Monsieur Geoffrin n'avait pas besoin. Monsieur Geoffrin pouvait ne pas dire tu es mal poli. Pouvait lui dire je ne vous permets pas de m'injurier. Et je vous ordonne de ne plus m'injurier. Il y a plusieurs façons de le faire. Et de le dire avec fermeté. Et il est dans son plein droit de le dire. Parce qu'on n'a pas à l'insulter sur un plateau de télé, effectivement. Il peut dire, taper la main sur la table, dire merde, ça suffit. Tu ne vas pas te permettre de t'octroyer le droit d'insulter les gens sur les plateaux de télé. Taper la paix, puis claquer même parti. Il est dans son point, on dit, oui, là, bon gars, tu exagères. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il a répondu, il dit, tu es mal poli. Bon. Voilà, donc c'est une, on va dire, c'est une riposte à l'autre qu'il a traité de malhonnête. Donc, ce qui a été dommage, c'est que Bonga s'est énervé. Il ne fallait pas s'énerver. Il ne fallait pas s'énerver, en ce moment-là, il ne fallait pas s'énerver parce que, bah, il ne fallait pas s'énerver. Et donc, je pense que l'énervement de M. Bonga est parti au fur et à mesure et l'animateur n'arrivait plus à dire, il disait, mais non, mais il faut arrêter, c'est bon, ça suffit, on va retirer les mots. Voyez, donc on voit que l'animateur, il est enfant de bonne famille, on peut dire des choses comme ça. Il est poli. Vous voyez, il est poli. Il disait non, il faut arrêter. Donc il fallait, Monsieur Geoffrin pouvait ne pas dire tu es mal poli. Vous voyez ce que je veux dire? Il pouvait ne pas dire tu es mal poli et faire comprendre à Monsieur Bonga qui n'accepte pas, qui le traite de malhonnête, parce que je ne vous dois pas de l'argent. Je ne vis pas dans votre appartement où je ne paye pas le loyer. Je n'ai pas pris un crédit que je n'ai pas remboursé. Vous ne m'avez pas confié votre entreprise que j'ai plombée. Donc, je n'ai pas détourné votre argent. Donc, je ne suis pas malhonnête. Il faut comprendre le sens des mots avant de les employer. Monsieur Bonga, je ne suis pas malhonnête. Là, les gens m'ont dit, mais lui, il a crié malhonnête là aussi. Là, on dirait qu'il n'a pas bien compris le mot. Hein. Bon, Monsieur Geoffroy, qui était aussi énervé de prendre aussi les insultes, aussi a dit, t'es mal poli. Vous voyez? Donc, la rhétorique a manqué aux deux. C'est ce que je dis. Je ne veux pas dire tel a raison ou tel a tort. Je dis que là, il a manqué, les deux ont manqué des rhétoriques. Les deux ont manqué de rhétorique. Et donc, on va dire, c'est match nul. Si vous voulez, comment on va faire terre à terre? C'est match nul, c'est un but partout, match nul. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Moi, c'est ce que je peux dire. Je essaie de le dire de façon beaucoup plus littéraire. Vous voulez que je le dise de façon abobolaise. Donc, on va dire c'est babobolaise, c'est un but partout, match nul. Mais, j'insiste sur le fait que ces deux chroniqueurs, je pense qu'ils sont aussi importants pour cette émission parce qu'ils apportent du show à l'émission.
On sait que quand il y a Arthur Bonga et qu'il y a monsieur Geoffroy Kwao, on va avoir du spectacle. C'est pour ça aussi qu'on regarde l'émission. Mais un spectacle où il va y avoir des confrontations d'idées. Et donc moi, je les invite vraiment sur ce volet-là de confrontation d'idées, de contradictions. Parce qu'on dit, les grandes nations, on obtient les grandes nations autour de la confrontation des idées. Donc, ils sont importants vraiment sur ce plateau. Et tous les chroniqueurs d'ailleurs, je n'ai pas le temps de citer tout le monde, mais vraiment, ils ont un beau casting. Cette émission a un beau casting des chroniqueurs. Ils ont un beau casting des chroniqueurs. Et moi, je trouve ça intéressant. Je l'ai dit, je regarde cette émission comme celle aussi qui est sur Live TV. Que je regarde. D'ailleurs, ce sont les... C'est Banga. C'est Banga et Kwao. Bon, vous savez de qui il parle. C'est Banga et Kwao. Voilà. Donc, les deux, monsieur Banga et monsieur Kwao, sont intéressants pour cette émission, comme tous les chroniqueurs d'ailleurs. Pour moi, cette émission a fait un beau casting de chroniqueurs. Seulement, il faut que les chroniqueurs puissent pousser encore la recherche, pousser la connaissance pour que dans le débat, ils puissent avoir des rhétoriques, des choses intéressantes et non des insultes ou non des insultes des uns aux autres. Parce que si c'est pour revenir sur des clashs, c'est pas intéressant. Il ne faut pas faire des clashs. Les bad buzz des réseaux sociaux, c'est une émission qui se veut d'un autre niveau, donc d'un autre level. Donc il faut rehausser le niveau dans l'argumentation, dans les idées, dans la contradiction, dans la rhétorique. Il faut vraiment... c'est dans ça qu'il faut pousser, il faut aller chercher. Donc, mes frères et sœurs... Oui, je vais pas... Oui. Jimmy, coucou, d'accord. Coucou, c'est lui. Ok, on va s'appeler après. On va s'appeler, je t'embrasse, on va s'appeler après. Donc, je voulais revenir au sujet. Parce que là, on a fini maintenant avec... les deux chroniqueurs. Donc, moi, je vais vraiment saluer le professionnalisme de l'animateur Ali Derasouba, qui est, voilà, je pense qu'il tient ses sujets, hein. Il tient ses chroniqueurs, il tient son émission, mais il avait soupé ce soir-là, il n'en pouvait plus, il disait, maintenant on arrête tout, c'est bon, ça suffit. Tout ça aussi, c'est le 360 degrés. C'est comme de l'eau chaude, quand ça boule, là, est-ce que tu peux mettre ta main dedans? Non. Voilà, venons maintenant au sujet en lui-même. Parce que c'est un sujet, s'il faut vraiment le retraiter, que je trouve très intéressant. Qui parle aujourd'hui de cette crise mondiale, de cette guerre mondiale, presque une guerre mondiale, parce que la guerre, elle est déjà mondiale. Hein. On ne va pas se leurrer. La guerre, elle est déjà mondiale. On ne sait pas si c'est la troisième ou c'est l'entrée dans la troisième, mais en tout cas, c'est une guerre qui est mondiale. Elle est mondiale parce qu'elle va toucher elle va toucher presque tous les continents déjà. Elle touche à travers le pouvoir d'achat, la guerre est déjà mondiale. À travers depuis la crise de la Covid, la guerre, elle est mondiale. Donc, on va venir au fond du sujet parce que j'ai écouté un peu. On va venir au fond, on va réécouter et on va venir au fond. Alors, c'est-à-dire qu'on a parlé de Zelensky et des juntes militaires au Mali, parce que c'était le Mali qui était à l'ordre du jour. Mes frères et sœurs, je veux vous... La difficulté que nous avons, et ça il faut le dire, ce n'est pas une question de passion ou d'appartenance politique ou d'appréciation politique, mais c'est une réalité qui nous dépasse nous-mêmes et qui provoque aujourd'hui des crises un peu partout
et qui déstabilise les institutions. Parce que on est aussi dans des crises institutionnelles. Ça, il faut le dire, on est dans des crises institutionnelles. La Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, ça va être un peu long à vous expliquer parce que ça part de 1640, donc on va pas aller là-bas, ça va nous faire du ouf comme les deux chroniqueurs ont fait à Dirasuba, donc on va pas arriver là. L'Ukraine, avant que l'Ukraine a eu son indépendance récemment en 1991, que l'Ukraine a eu, je pense qu'elle a été encore a eu son indépendance. Mais avant ça, l'Ukraine est partagée entre des puissances. D'un côté, il y a la Pologne et la Lituanie qui se partagent un bout de l'Ukraine. L'Ukraine était sous, on va dire, occupation de la Pologne et de la Lituanie. Donc, sous, comme on dit, colonisation de la Pologne et de la Lituanie. Ensuite, d'abord, l'Ukraine avec l'URSS, c'était l'URSS. Donc, c'était comme l'empire de la Russie, hein, l'URSS. Après, c'est la Pologne et la Lituanie. On appelle la Pologne et la Lituanie les deux nations, les deux frères. Les deux frères, les deux nations. Donc, ils ont un bout. Ils ont partagé un bout de l'Ukraine. Ensuite, l'Empire ottoman. Donc, la Turquie, l'Empire ottoman, a pris aussi un bout de l'Ukraine. Donc, l'Ukraine est partagée entre les puissances. Et puis, il y a eu un accord qui a été signé entre la Russie, les États-Unis, parce que la Russie et les États-Unis et la Grande-Bretagne ont signé un accord, un accord pour gérer, enfin on va dire un peu gérer l'Ukraine, hein, pour gérer l'Ukraine, parce que l'Ukraine était partagée entre la Pologne, la Lituanie et l'Empire ottoman. Et après, bon, ce sont des accords, on ne va pas rentrer, c'est très long à expliquer, je ne vais pas rentrer dans ça. La guerre en Ukraine a commencé en 1900, je sais pas si c'est oui, hein, en 2014. La guerre en Ukraine a commencé en 2014. Si je ne me trompe vraiment pas, parce qu'il ne faut pas que je me trompe sur les... Oui, c'est ça, en 2014. La guerre en Ukraine a commencé en 2014. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé en 2014. Mais avant ça, il y avait un président ukrainien qui était là, qui s'appelait... Ah, les Ukrainiens, leur nom là aussi est compliqué. Ouais, Victor Yanukovych, quelque chose comme ça. Victor, on va dire Victor, parce que moi, je n'ai pas prononcé. Il s'appelle Victor Yanukovych, quelque chose comme ça. Un président ukrainien qui était là. Et ce président ukrainien a signé un accord, je pense, avec l'Europe, avec l'Union européenne. Il faut savoir une chose, c'est que dans les accords là, l'Ukraine ne peut pas donner son territoire à l'OTAN pour faire une base militaire américaine. Or, l'OTAN, via les États-Unis, ils ont mis des bases militaires un peu partout vers l'Europe de l'Est, en Bulgarie et ainsi de suite. Donc, la Russie voit ça comme un mauvais œil. Je dis, mais comment se fait-il que vous venez, vous installer des bases militaires? La Russie voit ça comme un mauvais œil parce que ce sont des guerres des territoires. Et chacun essaie de protéger son territoire, mais via les frontières. Donc, la Russie voit ça comme un mauvais œil. Or, dans les accords, là, l'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN. C'est pour ça que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Il y a des pays qui ne doivent pas être dans l'OTAN parce qu'une fois que tu rentres dans l'OTAN, les États-Unis installent une base militaire. Donc, ce problème-là est hors la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont signé des accords de respect et de coopération, de respect et de ne pas aller sur un pays qui fait frontière à l'autre là. On ne peut pas aller là-bas pour installer ses bases. Pour ceux qui se rappellent,
il y avait eu un problème comme ça où la Russie était partie, je sais pas si à Cuba, avait installé quelque chose, une base à Cuba pour pouvoir mettre en place centrale nucléaire, quelque chose comme ça, qui n'a pas plu aux États-Unis, où les Américains ont dit non. Si la Russie vient installer ça ici, c'est que la Russie va non seulement nous espionner, et la Russie est capable de nous déstabiliser. Donc, vous voyez, donc c'est un peu comme en Ukraine. Cela ne justifie pas la guerre en Ukraine. Je tiens vraiment à le préciser. Moi, je suis contre la guerre. Peu importe les raisons, je suis contre la guerre parce que je pense que quand on a la diplomatie, on a des diplomates, on a les affaires étrangères, on doit privilégier la diplomatie. Tout peut se négocier pour preuve après la guerre, là. Les États s'asseyent pour négocier des accords de paix. Donc, si les États peuvent s'asseoir pour négocier des accords de paix, c'est que les États là peuvent éviter la guerre aux États, aux nations. Si les États, après la guerre, arrivent à négocier les accords de paix, c'est que les États peuvent négocier la paix avant la guerre. Et donc, moi, je suis pour la paix. Et je dis, il faut que nos États, et que les États, que les puissances ou les décideurs, vraiment arrivent à cette sagesse afin de garantir la paix, la stabilité dans le monde. Donc, ce que je dis ne justifie en rien ce que certains peuvent penser. J'étais vraiment à le préciser. Donc, je parle de comment dans le débat, l'Ukraine est sortie là-dedans avec le problème de la junte militaire malienne. Et donc, il y a eu des accords de Minsk. Les accords de Minsk qui ont été signés à Budapest, je crois. Il y a eu des accords de Minsk qui ont été signés parce que le président dont je parlais, Victor, dont le nom j'ai du mal à prononcer avec les noms ukrainiens et russes là, le président là a voulu signer, je pense, des traités avec l'Union européenne, mais avec l'OTAN. Ce qui a fait que, en Ukraine, d'abord, il faut savoir que il y a une partie de l'Ukraine qui parle russe. Il y a une partie de l'Ukraine qui parle russe. Parce que l'Ukraine était d'abord sur empire, était sur l'URSS. Et puis ensuite, ils se sont partagés les bouts des territoires. La Pologne a pris ici, l'autre a pris, les Turcs ont pris ici. Donc vraiment, c'est très compliqué. L'Ukraine est très compliquée. Il ne faut pas voir l'Ukraine comme on voit, mais c'est très compliqué l'Ukraine. C'est vraiment compliqué. Je vous dis que c'est en 1991 qu'ils ont eu leur indépendance là. Donc c'est très compliqué l'Ukraine. Et donc, dans l'URSS, je pense que c'est un roi dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui était un russe, qui avait envoyé, c'est la main d'œuvre là, on dit la main d'œuvre russe pour travailler sur du côté des Donbass. Du côté des Donbass, là, pour travailler du côté des Donbass. Donc, il y a une partie de la population ukrainienne qui est russe. Donc, ils parlent russe là-bas. Et dans cette partie de la population ukrainienne qui est russe, qui parle russe, elle est russe, qui parle russe, elle est du côté des Donbass. Donc, du côté des Donbass, c'est là-bas, elle se trouve. Et puis, elle est même aussi à Kiev. Hein. Ils parlent aussi russe. Mais, ukrainien est la langue, mais ils parlent plus russe là-bas. Alors, quand il y a eu les accords de Minsk, avant ça même, quand le président Victor dont je parlais, a voulu signer les accords au niveau de l'Europe pour faire rentrer l'Ukraine avec les accords pour que l'Ukraine, l'OTAN puisse, l'Ukraine dans l'OTAN, il y a eu des manifestations en Ukraine, où des pro-russes ont refusé. Pour dire non, ils ont voté, ils ont dit non. Nous, on a voté, on ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. On ne veut pas. Parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, on sera sous domination des Américains. Voilà comment les pro-russes là-bas, ils ont dit non. Il y a eu des manifestations entre les manifestants et le président. Et le président Victor. Donc l'État, les forces de l'État, donc les policiers, les militaires, les forces de l'État ont chargé les populations. Et il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. 13 policiers tués. Et il y a eu des morts parmi les manifestants. Donc ça a provoqué une crise en Ukraine. Voilà comment la guerre commence en Ukraine.
Comment, je vous explique comment la guerre commence en Ukraine. Donc, des pro-russes, parce qu'ils ont été tués parmi les manifestants qui sont en Ukraine, ont été tués par la force de l'État. Donc, il y a eu des manifestations jusqu'à faire chuter le pouvoir en place. Donc, le président Viktor, il est déchu. Il est déchu et il y a eu des élections anticipées qui ont été organisées. Et donc, quand les élections anticipées ont été... Il y a eu les élections anticipées et c'est là que... comment il s'appelle Pedro les Ukrainiens, votre nom est compliqué. Le président que Zelensky a remplacé, là, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont des noms vraiment corsés. Hein, ils ont des noms très corsés. Enfin, ils ont des noms très corsés. Pedro Poroshenko. C'est ça. Donc, il y a eu des élections anticipées. C'est là que le président Pedro Poroshenko est arrivé au pouvoir. Et donc, la crise a éclaté. Donc, du côté de Donbass, où il y avait beaucoup de Russes, il y a eu des révoltes. Et le Donbass a demandé, ce sont les indépendantistes, le Donbass. Ils disent qu'eux, ils veulent sortir de l'Ukraine. Ils veulent être annexés à la Russie parce qu'eux, ils sont russes. Donc, au lieu de rester dans l'Ukraine, eux, ils préfèrent repartir du côté de la Russie. Mais sachez que le Donbass est frontière avec la Russie. Mais le Donbass, tout ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que l'Ukraine est en guerre. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. L'Ukraine est en guerre. On espère que la guerre va prendre fin et que la Russie et l'Ukraine vont trouver des accords parce que ce sont avant tout des frères. Parce que les Ukrainiens parlent russe, ce sont des frères. Donc, on espère vraiment qu'ils vont trouver un accord de paix pour épargner les populations qui sont déjà assez éprouvées. Donc, il y a eu 13 000 morts du côté du Donbass. 13 000 morts. Or, il y a eu les accords de Minsk qui ont été signés. Et dans ces accords de Minsk, on ne peut pas, c'est-à-dire les frontières là, il ne faut pas que chacun, quand les accords, il ne faut pas que chacun puisse empiéter sur l'autre, sur tuer les frères de l'autre, il ne faut pas. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors que les indépendantistes qui sont à Donbass, qui veulent rejoindre la Russie, se sentent, puisque quand le pouvoir change, ils ont une pression. Il y a la guerre qui éclate, il y a comme une forme de guerre civile, quoi, en fait. Si vous voulez, on va dire comme une forme de guerre civile, de guerre ethnique qui éclate. Et dans le Donbass, les gens meurent. Mais ceux qui meurent dans le Donbass, ce sont des Russes. Or, le Donbass est dans l'Ukraine. Donc, la Russie qui dit, mais il faut que vous respectez les accords de Minsk. Parce que ceux qui meurent là-bas, ce sont aussi nos familles, nos parents. Il faut les protéger. Donc, cette affaire, je pense que la France a joué un rôle à appeler et donc, la France a fait venir Zelensky avec Poutine, pour ceux qui se rappellent, à Versailles, pour dire, voilà, les accords, vraiment, essayer de les respecter et puis protéger les populations de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est toujours l'histoire de l'Ukraine, ça date de très, très longtemps. Ça date de très longtemps et ce sont des problèmes où il y a plusieurs entités. Il y a la Pologne qui est là, il y a la Lituanie qui est là, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a l'oncle Sam aussi. Donc, c'est très compliqué, l'Ukraine. Les indépendantistes avaient leur propre agenda. Donc, c'est très compliqué, l'Ukraine. Et donc, cette histoire a éclaté, ça a continué. La guerre a continué, ça ne s'est pas arrêté. Et donc, quand la guerre ne s'est pas arrêtée et que les Russes ukrainiens se sentaient menacés et que Poutine, à l'époque, a dit aux États-Unis pour dire, voilà, on demande à l'ONU de protéger les Russes qui sont en Ukraine. Donc, vraiment, il y a aussi la géopolitique est derrière. Il y a plein de choses derrière. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense que si nos chroniqueurs peuvent éviter, ce serait bien. Parce que c'est très compliqué. Il y a la géopolitique. La géopolitique, parfois, n'est pas forcément conforme aux valeurs. Et ça, il faut que les gens sachent ça. La géopolitique, là, c'est pas parfois conforme aux valeurs. C'est pour ça qu'on appelle ça géopolitique. Parce que la politique en elle, la politique là, je parle pas de la politique, de l'action politique dans la cité,
Mais les hommes politiques, là, ils font pas forcément ce qu'ils disent. Non. Les politiciens, c'est ceux qui ont l'art de manipuler les masses. C'est ce qu'on appelle les politiciens. Ils ont l'art de manipuler les masses pour arriver à leur fin. Donc, la géopolitique, là, il y a aussi l'art derrière. Donc, ce problème-là, je pense que quand on veut traiter le sujet du Mali, il faut traiter le sujet du Mali. Le sujet de l'Ukraine, c'est très complexe, c'est géopolitique, c'est stratégique, mais c'est compliqué. On ne peut pas tout dire, c'est compliqué. Donc, quand la guerre au niveau de l'Ukraine éclate malheureusement, que la Russie décide d'annexer Donbass, demande un référendum, et les Russes de Donbass disent ils préfèrent être des Russes que d'être des Ukrainiens, parce qu'ils ne se sentent pas protégés par Zelensky. C'est parce qu'ils sont... l'Ukraine est compliquée. Voilà, l'Ukraine est très très compliquée. Et on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je pense qu'on va garder le volet de l'Ukraine. Allons-y. Au Mali, c'est encore mieux. Donc, le problème de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, elle a commencé de quelque part. Elle n'a pas commencé en 2021. Elle n'a pas commencé en 2000. Elle n'a pas commencé en 2002. Elle n'a pas commencé en 2000. Elle a commencé bien avant, longtemps, cette guerre-là. C'est ce que je voulais vraiment préciser. Ah, il dit, la guerre m'a trouvé à Kiev. Maya Dao Sumaoro. Yako. Et là, tu es où actuellement? Tu es toujours à Kiev ou tu fais partie des diasporas africains qu'on allait chercher en Ukraine? Parce que les Ukrainiens, là, c'est là. Ils ont aussi, ils sont là, hein? Enfin. En tout cas, on souhaite qu'il y ait la paix chez eux et qu'ils puissent retrouver leur pays. C'est ce qu'on le souhaite. Allons-y du côté du Mali et du côté de la junte militaire. La difficulté que nous avons, et ça, il faut avoir le courage de le dire. Moi, je le dis, il faut avoir le courage de le dire. La difficulté que nous avons, comme je l'ai dit, la géopolitique n'est pas forcément conforme aux valeurs. La géopolitique n'est pas forcément conforme aux valeurs. Et comme dit l'autre, la politique, c'est une simple appréciation des réalités du moment. Ce que je vais trouver pas bien chez A, je peux trouver ça bien chez l'autre en fonction du curseur, là où je pose mon curseur. C'est ça la politique et c'est ça la géopolitique. Je reprends. Ce que je vais trouver pas bien chez A, je peux trouver ça bien chez B. En fonction de là, je pose mon curseur et mes intérêts. C'est ça la géopolitique. Et ça, nombreux Africains n'ont pas compris ça. Nombreux Africains n'ont pas compris ça. Et il faut qu'on puisse enseigner au fur et à mesure la géopolitique pour comprendre les dessous des cartes. Parce que tant qu'on n'a pas compris les dessous des cartes, on peut avoir un jugement faux sur des sujets et sur un sujet donné. Nous, en tant que société civile, on a un regard, on se dit, mais comment se fait-il que, d'un côté, on condamne la junte militaire malienne, on condamne la junte militaire au Burkina Faso, et on ne condamne pas avec fermeté le coup d'État. Parce que qui dit junte militaire dit du coup d'État. Hein? Parce que ce n'est pas le fait de dire junte militaire. Parce que le coup d'État, la junte militaire, c'est du coup d'État. Il faut chercher. C'est les Américains qui veulent habiller le nom. C'est coup d'État. Ça, c'est clair là-dessus. On ne peut pas le nier. Junte militaire, c'est coup d'État. Parce que c'est les militaires qui vont faire un coup d'État contre le président en exercice ses fonctions. Donc, c'est ça. Donc, junte militaire, la fois, elle était sur le côté junte. C'est des coups d'État. Il y a eu un coup d'État au Mali. Il y a eu un coup d'État en Guinée. Il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Et avant même d'arriver au coup d'État du Mali, puis du Burkina Faso, au Tchad, on a assassiné un chef d'État, Idriss Déby. Il ne faut pas que les gens oublient ça.
Idriss Déby a été assassiné au Tchad. On a assassiné un chef d'État. Jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas trouvé le coupable. On ne sait pas qui a fait. Elle est nous, on ne va pas rentrer dedans. Donc aujourd'hui, la masse populaire, et ça, moi je l'ai dit même ce matin, quand j'étais en réunion, je dis, mais la difficulté, elle est à ce niveau-là. On a parlé du Mali, hein. On a parlé du Mali. On a évoqué le sujet du Mali. Et c'est là même que j'ai appris que toutes les aides ont été coupées au niveau du Mali. Le Mali aujourd'hui ne bénéficie de rien. Ils ont coupé les aides au Mali. Ils ont coupé les aides au Burkina Faso. Donc, les populations crèvent de faim au Mali et au Burkina Faso. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Les populations crèvent de faim. Parce que toutes les aides ont été coupées. Les aides de coopération, tout est coupé. Les gens ne peuvent même pas s'imaginer ce qui se passe dans ces pays-là. Ça, ce n'est pas l'ordre de ce live-là. Et donc, ce qui se passe, c'est-à-dire quand on condamne, c'est ce que la masse populaire reproche aujourd'hui à nos institutions. Parce qu'on se dit, quand l'autre a volé là, on dit tu as volé. On condamne. Mais quand l'autre a volé, qu'on ne condamne pas. Donc les gens ne comprennent pas. Mais il faut qu'on explique aux gens ce que c'est que la géopolitique pour qu'ils puissent comprendre. Au Mali, il y a eu un coup d'État. Au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État. Au Tchad, il y a eu un assassinat. On a assassiné le chef d'État. Et donc, il y a eu coup d'État. On va dire, même si c'est son fils ou le fils à son épouse qui est là, il y a eu un coup quand même porté à un chef d'État qui a été assassiné. En Guinée, il y a eu coup d'État. Au Gabon, il y a eu coup d'État. Pourquoi? Parce que la question qui a été posée sur le plateau, c'est pourquoi le militaire au Gabon est reçu et que les militaires au Mali ne sont pas reçus. C'est bien ça qui a été posé sur le plateau. Moi, je vais dire à nos chroniqueurs que c'est vrai que au Gabon, il y a eu un coup d'État. Mais le coup d'État au Gabon est un coup d'État, je vais dire, voulu. Voilà. Je peux dire ça comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un coup d'État voulu. Quelle légitimité la CEDEAO a pour condamner le coup d'État, le coup de force de l'Afrique centrale? Ce n'est pas la CEDEAO, mais l'Union africaine. Parce que la CEDEAO fait partie de l'Union africaine. Donc l'Union africaine, oui. Mais il faut comprendre que au Gabon, c'est voulu. C'est voulu par la famille même de M. Bongo. Donc il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Gabon, là, c'est voulu. Considérons que je ne justifie pas. Parce que moi, ces prises de pouvoir de cette façon, moi, je condamne. Que ce soit Gabon, que ce soit Mali, que ce soit Burundi, je condamne. Moi, il faut que la démocratie passe par les urnes et non au bout des fusils. Moi, je dis non. Moi, je condamne. On est clair là-dessus. Moi, je suis clair, je condamne. Donc, je ne choisis pas un beau coup d'État et un vilain coup d'État. Je condamne. La démocratie, le pouvoir, c'est dans les urnes. Et non, ni dans les rues, ni par les âmes. C'est dans les urnes, la démocratie. Point. Et moi, je me tiens à ça. En tant que moi, je suis société civile, je ne suis pas politique. Moi, je suis société civile. Donc, je ne suis pas politique. Donc, je m'exprime en tant que société civile. C'est pour ça, Soro Guillaume, là, les gens disent, je dis que lui, là, il est comme, c'est un putschiste, c'est un putschiste, c'est un assaillant, c'est un terroriste. Je le qualifie de terroriste. Voilà. Point. Ça peut plaire comme ça peut pas plaire.
c'est comme ça. Parce que j'accepte pas que, en plus, il est jeune, qu'un jeune puisse se garnir des armes pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Pour moi, c'est hors de question. Et ça, j'apprécie pas. Pour moi, je condamne. Et j'ai toujours condamné d'ailleurs. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours condamné. Donc, mais concernant le Gabon, c'est voulu par la famille de Bongo elle-même. Parce que Bongo étant un homme fragilisé, malade, souffrant de handicap, il fallait sauver un homme. C'est comme si, c'est une forme, si vous voulez, le coup d'État au Gabon, c'est une forme de tutelle. Le pouvoir qu'on a mis sur tutelle. Parce que Bongo ne pouvait pas diriger. C'est-à-dire qu'il ne peut pas diriger le pays. Et donc, le pays était dirigé, il était sur influence de son épouse, qui elle-même est sur influence, paraîtrait, je dis bien paraîtrait, du Maroc. Donc, quelque part, c'était le Maroc, c'est ce qui se disait, et c'est ce qui s'est dit, paraîtrait, je préfère dire paraîtrait, qui dirigeait le Gabon via la femme de Bongo. Donc, il fallait sauver le peuple gabonais, il fallait sauver les institutions gabonaises, il fallait sauver Bongo lui-même, puisqu'il était sous influence. Donc, un président qui est sous influence, ce n'est plus un président. Ce n'est plus un président, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le coup d'État au Gabon, c'était de protéger le pays qui partait en lambeaux, qui était sous influence complètement, mais là, pour le coup, sous influence pieds et mains étrangères, c'était pas possible. Donc, c'est un coup d'État qui est voulu. Ce qui n'a rien à voir avec le Mali. C'est vrai que c'est des coups d'État, mais ça n'a rien à voir avec le Mali. Ça n'a rien à voir avec le Burkina Faso. Et ça n'a rien à voir, je peux dire, avec la Guinée. Même si j'ai été contre la candidature de Alpha Condé. Quand je dis ça, on va me ramener à la candidature du président Alassane Ouattara à Abidjan. Et c'est généralement ce que les gens font. C'est pour ça que je dis, il faut savoir dissocier les choses, les sujets, les cas. Il faut les traiter au cas par cas. Alors, venons au Mali. Au Mali, il y a un président en exercice de ses fonctions. Et le Mali est pris en étau et assailli par des djihadistes dans le Sahel. Donc, entre l'Algérie, la Mauritanie et le nord du Mali, donc Tombouctou et autres. Les militaires sont là pour défendre la nation. Les militaires sont là pour protéger les populations. Les militaires sont là, ils sont payés pour ça. Un militaire, c'est celui qui part au front et qui meurt au front. C'est pas celui qui fuit le front pour aller au palais. C'est pas ça un militaire. Et c'est ça qu'on reproche à la junte malienne. Un militaire, là, c'est celui qui va au combat, qui va au front, qui meurt au front. C'est ça un engagement des militaires. C'est pas celui qui fuit le front, qui fuit les combats et qui vient s'asseoir au palais et s'autoproclamer président. C'est pas ça un militaire, ça s'appelle un lâche. Donc, le coup d'État du Gabon n'a rien à voir avec celui du Mali. Et moi, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. On peut pas, même si on a des critiques objectives à avoir sur l'appréciation des coups d'État, mais on peut pas, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Parce que le président en exercice au Mali n'était pas handicapé. Hein. Il n'avait pas de fragilité. Il n'a pas de problème de neurones. Donc, c'est pas comparable, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut analyser ça avec beaucoup de détachement. Parce que on va vouloir... C'est pas les mêmes tableaux. C'est vrai que c'est la même peinture, mais c'est pas les mêmes tableaux. C'est pas les mêmes tableaux. Et quand on part au Burkina Faso, c'est pareil. Des militaires qui laissent le front et qui disent, oui, on va chasser le président qui est là. Parce que quand on sera président au palais,
Quand on sera des militaires entrés au palais, comme ça, on va mieux lutter, on va mieux chasser les djihadistes. Mais quel est le résultat aujourd'hui? On fait le bilan. Quel est le bilan aujourd'hui? Donc, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Et puis, ce qui est grave, c'est que quand ils arrivent, ils disent, on va couper les relations, on coupe les relations diplomatiques, on n'est plus dans la CEDEAO, on n'est plus dans l'Union africaine, on n'est plus dans l'UEMOA, on coupe les relations. Et ils agressent directement les pays voisins, sachant qu'ils ont leurs ressortissants dans ces pays voisins-là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit lucide, quoi. Ils ont leurs ressortissants dans ces pays voisins. Ils sortent de la CEDEAO, ils sortent de l'UEMOA, ils sortent de l'Union africaine, mais ils ne rappellent pas. Tous leurs ressortissants, ils ne les rappellent pas. Pour dire, bon, on demande à tous nos ressortissants de rentrer. Donc, quand vous sortez de là, qui s'occupe de vos ressortissants dans nos pays respectifs? Quand vous sortez de là, qu'est-ce qu'on fait de vos ressortissants dans ces pays voisins? Donc, il faut avoir un peu de lucidité, et ce n'est pas une question d'appartenance politique ou idéologique, mais il faut avoir un peu de lucidité, de courage pour pouvoir analyser ça. C'est un vrai problème. Donc, la junte militaire au Mali, qu'elle organise les élections, que les Maliens puissent se réveiller, de prendre l'exemple sur le Sénégal. Si le Sénégal a réussi, c'est que le Mali peut. Si le Sénégal a réussi, c'est que le Burkina peut. Si le Sénégal a réussi, c'est que la Guinée peut. Il y a des Maliens qui sont compétents, qui ont de la ressource, qui ont de la connaissance, capables de diriger les institutions maliennes. Que la junte militaire malienne organise les élections pour remettre le pouvoir aux civils, parce que les Maliens meurent. La population se meurt. La population souffre. Les gens souffrent au Mali, ils crèvent la dalle, comme on dit. La frontière de la Côte d'Ivoire, les Maliens sont remplis là-bas. C'est que la Côte d'Ivoire est submergée par l'immigration malienne. Des gens ont tout perdu. Donc, ils sont obligés d'aller chercher refuge ailleurs. Et c'est normal. Ils sont obligés d'aller chercher à vivre simplement. C'est normal. Ils sont obligés d'aller chercher un toit pour dormir, pour fuir les massacres. C'est normal. Des militaires ne peuvent pas s'asseoir à Bamako et puis s'enrichir du peu que les Maliens ont. Faire des business. Et puis à dire, on attend que la Russie vienne nous sauver. La Russie a ses problèmes à régler. La Russie n'a pas fini de sauver l'Ukraine. L'Ukraine, là, c'est les Russes qui sont là-bas. C'est aussi des Russes. La Russie n'a pas fini de sauver. Les pays voisins autour de la Russie, les petits pays, là, la misère là-bas, la Russie n'a pas fini de les sauver. Donc vous ne pouvez pas vous couper du monde entier pour dire, oui, on attend que quand la Russie va finir de gagner sa guerre avec les États-Unis, qu'elle va venir nous sauver. Tu as dit à quel moment la guerre va finir? C'est pas aujourd'hui que la Russie et puis les États-Unis se font la guerre. Hein? On appelle ça la guerre froide. Allez faire des recherches, la guerre froide. C'est pas aujourd'hui. Hein? Depuis la conquête de l'Amérique, ils font la guerre. Depuis la conquête de l'Amérique, ils se font la guerre. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas prendre la vie d'une nation, du peuple malien en otage, sous prétexte que vous attendez la Russie. Mais donc vous n'êtes pas capable de chasser les gens, vous êtes venus vous asseoir au palais. Organisez les élections, remettez le pouvoir aux civils, et les civils vont enfin sauver le peuple malien, parce que le peuple sauve. Et idem pour le Burkina Faso. Les accords de coopération, l'aide humanitaire, tout a été coupé. Mais allez-y dans le... C'est la Côte d'Ivoire qui a oublié encore de... Non seulement en plus des ressortissants burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont plus de 5 millions, on va prendre encore des réfugiés burkinabés pour rajouter aux ressortissants. Mais les Ivoiriens n'ont même pas de place. On fait comment? Nous, on est submergés par l'immigration. On ne sait pas comment faire. Parce que demain, là, ça va exploser chez nous aussi. Parce que trop d'immigration qui envahit, les gens étouffent et ça crée des crises identitaires. Parce que les gens ne se retrouvent plus. Donc, on ne peut pas prendre toute la misère de la sous-région.
oui, mais il dit, et si la Côte d'Ivoire ne prend pas ses responsabilités, on risque un drame social. Et ça fait très, très peur. Donc, il faut qu'à un moment donné, les États où les jeunes sont au pouvoir, les jeunes organisent les élections et que l'État puisse circuler, puisse marcher convenablement et que les institutions puissent fonctionner et que les investisseurs puissent arriver et que le pays puisse redémarrer. Mais les pays sont morts. Il faut que les pays redémarrent. Donc, je vais juste dire que ce sont des sujets, c'est vrai que nous reprochons, parce que tout le monde, c'est dans l'opinion nationale et continentale, qui reproche le fait que pourquoi il y a eu un assassinat d'un chef d'État au Tchad et que ça n'a pas été condamné et qu'on discute avec le fils du président qui est au pouvoir au Tchad et qu'on ne discute pas avec ceux du Mali et ceux de la Guinée et ceux du Burkina, ça peut s'entendre. Je dis bien, ça peut s'entendre. Mais ce sont des sujets qu'il faut traiter avec beaucoup de passion parce que la géopolitique, parfois, n'est pas aux normes qu'on souhaite. C'est comme ça, c'est en fonction des situations, en fonction des données, en fonction des réalités, en fonction des coopérations. La géopolitique, c'est comme ça. Ça évolue. La géopolitique évolue. Et ça évolue très vite, même plus que le temps. Donc, ce n'est pas les mêmes situations, même si ce sont les mêmes coups d'État. Mais ce n'est pas les mêmes données. Voilà ce que je peux dire, et puis je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai essayé de vous faire comprendre, ou que j'ai essayé de m'expliquer au mieux, en tout cas. J'espère que j'ai convaincu quelques-uns. C'est pas mon ambition de convaincre tout le monde, mais bon, d'avoir convaincu quelques-uns, j'espère. Je vous souhaite une excellente soirée. S'il y a une question, je réponds, ou bien on se dit au revoir, belle soirée. S'il y a une question, je prends la question, ou sinon on se dit au revoir, chers amis. Est-ce qu'il y a une question ou pas? S'il n'y a pas de questions, vous mettez des cœurs. Merci. Allez, belle soirée. À plus tard. Ciao, ciao.